Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour l'introduction, Rhinos. Les droits de douane ont fortement diminué au cours des dernières décennies. Mais aujourd'hui, près de 90% du commerce mondial est influencé non pas par les tarifs, mais par des règles techniques. Dans le dernier épisode, nous avons exploré pourquoi les systèmes de normes échouent souvent, en piégeant les pays dans des cycles de faible qualité et de coûts élevés. Mais à quoi cela ressemble-t-il concrètement? Pour une entreprise qui tente d'exporter, cela peut signifier payer plusieurs fois pour la même certification. Pour un hôpital, cela peut faire la différence entre une chirurgie sûre et une complication évitable. Il s'agit du deuxième épisode de la mini-série World Development Report 2025, Standards for Development. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les chapitres 4 et 5. Je suis très heureuse de discuter ce sujet. Les normes agissent comme des moteurs invisibles de la croissance économique et du développement humain. Elles encadrent ceux qui sont vraiment capables de participer aux marchés mondiaux. Elles garantissent également la qualité des soins de santé et de l'éducation que nous recevons chaque jour. Mais il y a un point de friction évident. Lorsque les normes sont mal concis ou lorsqu'elles ne correspondent pas à la capacité réelle d'un pays, elles deviennent, sans le vouloir, des barrières. Elles excluent les nations en développement du commerce et privent les populations vulnérables de services basiques. Ah, je comprends mieux. C'est à double tranchant. Aujourd'hui, on explorera deux domaines vitaux pour les décideurs politiques. D'abord, on verra comment naviguer dans le réseau complexe et emmêlé des normes commerciales mondiales du chapitre 4. Ensuite, on lira cela au chapitre 5. On examinera pourquoi adopter une approche progressive axée sur les processus pour les normes de santé et d'éducation est crucial pour renforcer le capital humain. Commençons par le commerce. La façon dont le monde régule les échanges s'est complètement transformée. La plupart des gens supposent que les tarifs douaniers sont la principale barrière aux affaires transfrontalières, mais les données montrent autre chose. Entre 1996 et 2021, les taux de tarifs moyens de la nation la plus favorisée ont en réalité chuté de 44%. Exactement. Mais au même temps, les mesures techniques non tarifaires, ou MNT, ont explosé. La part du commerce mondial réglementé par ces règles techniques est passée de moins de 15% à la fin des années 90 à près de 90% dans les années 20. Aujourd'hui, les exportateurs de produits agricoles et alimentaires font face à une moyenne de plus de 15 réglementations techniques distinctes juste pour entrer sur les marchés étrangers. Et c'est là que réside la difficulté pour les décideurs. Se conformer à toutes ces réglementations fragmentées est un obstacle financier massif. Le coût de la certification et de la conformité aux réglementations techniques étrangères peut s'élever à 425 000 $ par entreprise dans les pays en développement. C'est un fardeau incroyablement lourd pour les entreprises locales. C'est vrai, et les exportateurs sont accreblés par des normes privées redondantes. Prenez les producteurs de café, par exemple. Ils font face à 4 certifications majeures, les critères de ces certifications se recoupent de 42 à 71%. Pourtant, ces producteurs doivent souvent payer pour des audits totalement séparés pour chacune d'elles. On voit exactement le même problème dans l'industrie manufacturière. On va considérer un fabricant de textiles au Pakistan. Il a déclaré dépenser environ 5 000 $ américains par an pour chacune des 15 normes de durabilité et d'étiquetage exigées par les acheteurs mondiaux. Le plan politique dit que la conformité est simple, mais sur le terrain, les entreprises sont forcées de payer pour des audits redondants qui couvrent les mêmes critères. Ça a l'air épuisant pour n'importe quelle entreprise. Et c'est là que ça devient intéressant. Le rapport propose des actions politiques spécifiques pour corriger cela, en commençant par le renforcement de l'infrastructure de qualité nationale. La certification est tout simplement trop coûteuse lorsque la capacité locale est faible. C'est une analyse cruciale. Regardez le contraste dans la capacité d'audit. L'Éthiopie compte moins de 100 auditeurs pour les normes ISO. Pendant ce temps, l'Allemagne en a 12 000. Développer les tests et les audits locaux signifie que les entreprises locales n'ont pas à envoyer d'échantillons de produits à l'étranger. Ce simple changement réduit considérablement les coûts. Ah, avoir l'infrastructure à proximité change tout. La solution suivante est de mobiliser l'investissement direct étranger, ou IDE. L'IDE peut transférer directement la technologie et les pratiques de qualité tant que la capacité locale suit le rythme. La Tunisie en est un parfait exemple.
Son secteur des composants automobiles emploie plus de 90 000 personnes. Ce secteur a cru de 10% par an depuis 2010. Des entreprises étrangères ont introduit des normes mondiales comme l'ISO MOF 1001 et des indicateurs environnementaux spécifiques directement dans les chaînes d'approvisionnement locales. Le résultat a été une croissance locale massive. Et pour boucler la boucle, il est conseillé aux décideurs de poursuivre un alignement stratégique. Ils doivent aligner les règles nationales aux normes internationales et créer des accords de reconnaissance mutuelle. Cela épargne aux entreprises locales les doubles tests et ouvre les marchés régionaux. Cela couvre le côté économique du chapitre 4. Maintenant, le chapitre 5 nous amène au capital humain. Fixer des normes adaptatives et axées sur le processus est tout aussi important pour la santé et l'éducation. Le rapport mentionne le principe de capacité progressive. Fixer des normes trop élevées pour le niveau de ressources d'un pays peut en réalité restreindre l'accès. Les données suggèrent que les pays obtiennent les meilleurs résultats en adaptant les normes à leur capacité actuelle de les faire respecter. Ils amplifient d'abord la couverture, puis ils relèvent la barre plus tard. Et c'est cet article que j'adore. On voit cela parfaitement dans le secteur de la santé en Chine. En 1965, la Chine faisait face à une grave pénurie de professionnels de santé pour 80% de sa population rurale. Plutôt que d'attendre des médecins formés, ils ont déployé des auxiliaires médicaux connus sous le nom de médecins à pied boki. Ce programme a atteint environ 1,6 million de personnes en 1975. Et au lieu d'exiger qu'ils aient leur diplôme de médecine, ils les ont formés à l'aide d'un manuel pratique axé sur les résultats, se concentrant sur les soins primaires. Cette norme adaptive a aidé à augmenter l'espérance de vie en Chine à 63 ans en 1978. Puis, à mesure que la capacité du pays augmentait, la norme a été officiellement relevée en 1984. Les auxiliaires médicaux devaient alors passer des tests formels pour devenir des médecins villageois certifiés. C'est un brillant exemple de montée en puissance progressive. Mais il y a une autre grande leçon ici sur les types de normes que nous utilisons. Les normes d'intrants doivent être associées aux normes de processus. Laisse-moi vous expliquer. Le piège des réformes basées uniquement sur les intrants. Je vous en prie. En 2016, le Pakistan a réformé son recrutement d'enseignants dans le secteur public. Il a exigé un score de passage à un test standardisé. Les nouvelles recrues étaient beaucoup plus souvent titulaires de diplômes de 3e cycle. Le diplôme est une norme d'intrant. Cependant, les résultats des élèves en lecture et en mathématiques ont réellement décliné. La réforme n'a pas aidé à améliorer la façon dont les enseignants enseignaient réellement en classe. C'est tout à fait logique. On peut avoir les meilleures qualifications, mais le processus d'enseignement réel compte davantage. En revanche, le rapport souligne le succès des programmes scolaires adaptatifs. Dans l'éducation, les programmes avancent souvent plus vite que l'apprentissage réel des élèves. Exactement. Le programme indien Teaching at the Right Level, ou TARL, est un modèle fantastique. Il se concentre sur l'enseignement aux enfants à leur niveau de compétences actuel, plutôt que de les forcer à respecter une norme de niveau scolaire uniforme et trop ambitieuse. Dans l'État de l'Uttar Pradesh, les camps d'apprentissage TARL ont doublé le nombre d'enfants capables de lire un paragraphe ou une histoire. C'est une amélioration massive, juste en adaptant le processus à l'enfant. Le rapport souligne également le pouvoir transformateur des repères et des listes de contrôle. Cela semble très actionnable. Tout à fait actionnable. Au Brésil, l'État de Ceará a aligné son programme, les attentes des enseignants et le financement municipal autour d'un repère clair. La règle était simple, chaque enfant doit être capable de lire et d'écrire à la fin de la 2e année. En surveillant systématiquement cette norme unique, l'État a fait passer son indice national de qualité de l'éducation, le score IDB, de 3,3 en 2005 à 7,7 en 2023. Le score a plus que doublé sur cette période. Et nous voyons un succès similaire avec les listes de contrôle des processus de santé. Les protocoles standardisés sont des interventions très efficaces et peu coûteuses. Un test mondial dans 8 hôpitaux de la liste de contrôle de l'OMS pour une chirurgie sûre a réduit les complications chirurgicales de 36% et les décès de 47%. Juste en utilisant une liste de contrôle. De même, lorsque le Kenya a introduit la liste de contrôle d'inspection sanitaire conjointe, les établissements de santé inspectés ont augmenté leur score de conformité en matière de sécurité à 41%, contre 35% pour les établissements témoins.
En pratique, c'est essentiellement une clinique locale qui suit tout simplement une liste quotidienne pour s'assurer que l'équipement est sanitaire. C'est simple et cela sauve des vies immédiatement. Nous avons couvert l'essentiel aujourd'hui. Pour tirer profit des normes, les décideurs doivent vraiment équilibrer l'intégration mondiale et les réalités locales. Dans le domaine économique, cela signifie harmoniser les réglementations commerciales et investir dans la capacité d'audit nationale. Cela empêche les normes de devenir des barrières commerciales. Nous parlons finalement de façonner les règles pour qu'elles élèvent la population au lieu de la freiner. Les normes sont le fondament, que ce soit pour s'assurer qu'une entreprise locale peut se permettre de certifier ses produits pour un marché global ou pour veiller à ce qu'une clinique rurale ait une liste de contrôles pratiques pour sauver des vies. Les nations en développement doivent participer activement aux organismes internationaux de standardisation pour être sûrs que ces règles reflètent leurs priorités. Lorsque les pays renforcent leurs capacités étape par étape et se concentrent sur des processus qui fonctionnent sur le terrain, ils libèrent immense potentiel pour le commerce et le bien-être humain. À vous, Renos. Merci de vous joindre à nous. Vous trouverez le rapport complet sur notre site web en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et avant de partir, comment comptez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions ensuite? Nous serions ravis de le savoir. À bientôt.